Merci beaucoup, Jean-Arnaud, d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette série de l'IREMO sur le Covid et ses conséquences en Méditerranée. On parle peu des Balkans depuis le début de l'épidémie. Il faut dire qu'en général, en France, on parle relativement peu des Balkans. Mais là, en plus, c'est vrai que finalement, la plupart des pays de la région ont été peu touchés, ou relativement, disons, peu touchés par le virus. Est-ce que c'est une appréciation que vous partagez? Oui, alors effectivement, on pouvait craindre le pire étant donné l'état de délabrement des systèmes de santé publique dans les Balkans, étant donné également le fait que la plupart, une grande partie des personnels de santé ont quitté la région depuis des années pour aller travailler en Allemagne, en France, en Italie ou n'importe où ailleurs. On pouvait donc s'attendre effectivement au pire dans les Balkans, mais en réalité, l'épidémie a été très largement maîtrisée. Alors, les bilans varient bien sûr d'un pays à l'autre. Les deux pays qui sont clairement les plus touchés, les trois pays les plus touchés, disons, si on prend l'ensemble de l'Europe du Sud-Est, c'est la Roumanie, la Serbie et, rapporté à sa population, la Slovénie. Alors, c'est trois situations un petit peu différentes. La Slovénie est bien sûr voisine de l'Italie du Nord, très fortement touchée. On peut donc imaginer, comprendre assez facilement qu'il y a un lien. Ensuite, pour les autres pays, ça devient un petit peu plus compliqué à comprendre, surtout pourquoi est-ce que la Serbie, par exemple, mettons, a été davantage touchée que le Kosovo, le Monténégro ou la Macédoine du Nord. Pourquoi est-ce que la Roumanie a été plus touchée que la Bulgarie? Il est difficile de donner des explications rationnelles, étant donné que la situation sociale de ces pays est extrêmement proche, avec des peu de différence d'un État à l'autre. Un point qui est important à souligner, c'est que la quasi-totalité des cas sont des cas d'importation, généralement liés au retour de membres de la diaspora, qui sont revenus soit parce qu'ils ont dû quitter, soit parce qu'ils ont choisi de quitter, mettons l'Italie ou l'Allemagne où ils travaillaient, des gens qui sont revenus dans leur pays et qui ont amené avec eux le virus. C'est notamment le cas dans des pays qui sont restés faiblement touchés, comme le Kosovo ou l'Albanie. Pour information, il y a aujourd'hui deux pays qui sont quasiment sortis d'affaires. C'est la Slovénie qui a proclamé il y a déjà une dizaine de jours la fin officielle de l'épidémie. C'est peut-être une décision un peu plus politique que sanitaire, mais enfin bon, ça, tout de même, c'est tout de même le premier pays d'Europe à l'avoir fait. Et puis le Monténégro qui va certainement le faire le 2 juin. Au Monténégro, il n'y a plus aucun cas actif de Covid-19 et le pays n'enregistre que 9 décès pour une population certes limitée à 650 000 habitants. C'est vrai d'ailleurs que le Monténégro ne figure même pas dans la liste que publie Le Monde de l'ensemble des pays victimes de l'épidémie. Il n'y est pas. Autre remarque, le Kosovo est très peu touché. Il a, je crois, un total d'une trentaine de morts, quoi. Oui, un petit peu moins même, un petit peu, oui, à peu près aujourd'hui. Alors, encore une fois, les systèmes de santé sont dans un état catastrophique dans tous les pays de la région. Le Kosovo n'étant pas le mieux loti en la matière, mais enfin, il n'y a pas de différence significative entre la situation sanitaire au Kosovo, en Serbie, en Macédoine du Nord. C'est à peu près partout pareil. Je remarque, euh, d'une part, autant il est pratiquement impossible dans tous ces pays d'aller faire soigner son honnête cancer ou sa défaillance cardiaque sans payer, sans devoir backchicher, parce que ça ne marche pas autrement. Les chirurgiens sont déjà partis depuis longtemps en Allemagne ou en Italie, ou ceux qui sont là très mal payés sont obligés de prendre de l'argent. Et dans les hôpitaux publics, il n'y a rien. Il faut payer pour amener, pour avoir des seringues, pour avoir des pansements. Tout est payant en Serbie, en Bosnie, partout. C'est la même réalité dans toute la région. Par contre, il y a une tradition qui demeure de médecine d'urgence. Et de ce point de vue-là, les hôpitaux des Balkans n'ont pas du tout fonctionné sur leur mode de travail habituel, hélas, depuis plusieurs décennies. Ils sont véritablement passés en situation de médecine d'urgence, où là, il y a d'autres réflexes et d'autres logiques. Il n'était plus question de corruption. Et les professionnels de santé de la région, qui sont des gens très compétents, enfin tout aussi compétents que n'importe quel professionnel de santé ailleurs dans le monde, ont montré qu'ils étaient capables de faire face à une situation d'urgence. C'est aussi un point qu'il faut rappeler. Dernière chose, je pense que euh, toutes les sociétés des Balkans,
Alors, on peut trouver des contre-exemples ponctuels, mais fondamentalement, toutes les sociétés ont très bien accepté les règles du confinement, des mesures de sécurité, parce que tout le monde savait très bien que les hôpitaux étaient incapables de faire face à la situation sanitaire. Il n'y a que le cas qui est assez différent de la Roumanie, où là, il y a eu, où les professions de santé sont également très mal payées, très affectées par l'exode, et où là, on a vu des phénomènes qui n'ont pas été constatés ailleurs, de soignants estimant qu'ils étaient tellement mal protégés qu'ils ont préféré quitter l'hôpital en se mettant eux-mêmes en congé. Ça, c'est un phénomène qui a été constaté en Roumanie, mais pas du tout dans le reste de la région. Au fond, Jean Arnaud, il y a relativement peu à dire de l'épidémie elle-même, compte tenu de son faible impact sur ces pays. En revanche, il y a certainement beaucoup à dire sur les conséquences économiques, sociales et aussi politiques. Alors, commençons quand même par les conséquences économiques et sociales. Je pense qu'il y a deux angles qui mériteraient certainement peu d'explications. Euh, Premier angle, c'est le tourisme, qui est quand même un élément essentiel de l'économie de ces pays et qui est impacté alors d'une manière massive, encore pour sans doute des mois et des mois. Et deuxième angle, c'est quand même une région où on a beaucoup d'usines décentralisées, de grandes marques européennes ou mondiales, et où on imagine que des craintes existent sur la manière dont cette coopération, si j'ose dire, ou cet esclavage, si on peut dire autrement, va continuer à se développer. Tout à fait. Alors, par rapport au tourisme, il est de plus en plus important pour tous les pays de la région, mais avec bien évidemment des gradients variables. Le pays le plus dépendant du tourisme est bien évidemment la Croatie, qui s'est totalement désindustrialisée au cours des 25 dernières années, des 30 dernières années, et où le tourisme pèse aujourd'hui plus de 20% du produit intérieur brut, sans tenir compte du secteur informel de l'économie. Ça montre bien l'importance déterminante de ce secteur. La saison en Croatie commence effectivement dès le mois d'avril. Elle n'a pas encore commencé, mais les autorités de Zagreb sont bien décidées à essayer de rattraper au plus vite ce retard. Alors, il se trouve que la Croatie, pour la première fois du reste de son histoire, préside le Conseil de l'Union européenne. C'est donc le ministre croate du tourisme qui a réuni ses collègues des autres pays de l'Union européenne et qui est à l'initiative du projet de corridor touristique européen pour essayer de relancer la saison au niveau international. De toute manière, la Croatie veut aller très vite. Elle a rouvert ses aéroports, elle est en train de rouvrir toutes ses frontières. C'est pas encore totalement fait, mais ça va l'être très, très prochainement. Et son idée, c'est que au plus tard, au 15 juin, la vie reprenne son cours normal, en sachant que les chiffres, tout de même, le poids économique du tourisme se concentre sur une saison courte de juillet-août. La Croatie garde l'espoir d'atténuer au maximum, de relativiser les effets de ce printemps perdu, disons. Un autre pays, alors de l'autre côté de la région, le tourisme est essentiel, c'est bien sûr la Grèce. Et puis il y a des pays qui sont moins dépendants peut-être du tourisme, où celui-ci se développe très rapidement. C'est notamment le Monténégro, mais c'est aussi l'Albanie. Là, pour l'instant, alors le Monténégro a été le premier pays de la région et même d'Europe à ouvrir ses ports et ses marinas. Euh, les choses vont très vite également au Monténégro, mais le retour des touristes n'est pas pour tout de suite. Ce qui est un petit peu repris déjà, c'est le tourisme à l'intérieur des pays ou le tourisme de proximité d'un pays à l'autre, disons. Notamment entre Slovénie et Croatie, ça s'est reparti depuis déjà 2 week-ends, disons, depuis Mais est-ce que du le début du mois de côté mai. des clients, du côté européen, on a une attitude positive parce que on l'a oublié tellement il s'est passé de choses dans ces 2 mois, mais le tourisme a joué un rôle absolument majeur dans la dissémination du virus. On sait par exemple qu'il y a une seule station de ski autrichienne qui a contaminé des milliers et des milliers de gens à travers toute l'Europe, notamment l'Europe du Nord. Donc j'imagine que par exemple les Allemands, qui sont prudents par définition, ils ne vont pas se précipiter en Croatie sans un certain nombre de garanties sanitaires, quoi. Donc, je pense qu'il y a certains secteurs touristiques qui
qui auront du mal à repartir, notamment les croisières. Alors, dans la région, il y a beaucoup de croisières en Adriatique, mais également sur le Danube. Ça va être certainement des secteurs qui auront plus de mal à repartir. Aller sur la côte en Croatie, a priori, il n'y a pas beaucoup plus de risques que sur les côtes bretonnes ou les côtes de la mer du Nord. Même bien souvent, étant donné l'importance, voilà, la longueur du littoral croate, même on peut être moins dans une situation de foule, d'entassement que sur les plages, mettons, de la mer du Nord. Donc je pense que très vite, les touristes tchèques, mettons, slovaques, autrichiens, allemands vont revenir sur le littoral adriatique. Ça, je pense, ça va se faire. En tout cas, si la situation sanitaire ne connaissait pas de retournement tragique. Pour ce qui est du tourisme à l'intérieur de la région, et notamment du tourisme de randonnée, du tourisme culturel, là, la situation est également très compliquée. Tous les projets de voyage organisés, toutes les agences, tout le monde a tout arrêté depuis le mois de mars. Et là aussi, ça sera un petit peu plus long, certainement à redémarrer. Pour ce qui est de l'autre point que vous évoquiez, les grandes entreprises présentes dans la région, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que les Balkans ont connu durant les années 90, je dirais également jusqu'à la crise de 2008 en réalité, un processus constant de désindustrialisation. Et une fois sorti du plus fort de la crise de 2008, il y a, donc depuis une petite dizaine d'années, un peu moins, 7-8 ans, un processus de réindustrialisation de la région, mais sous forme de délocalisation d'ateliers de main-d'œuvre pour l'essentiel. C'est vrai dans toute une série de secteurs, le textile, la construction automobile, la sous-traitance automobile. D'autres secteurs également se développent, je vais y venir. Là, on a des petites unités de production qui soit dépendent directement de firmes internationales, alors ça peut être des Français, des Allemands, des Sud-Coréens, soit qui sont des ateliers de sous-traitants, alors qui peuvent nominalement appartenir à une entreprise, mettons, hongroise, qui est sous-traitante d'un constructeur allemand ou japonais. Hein, c'est des montages de ce type. Mais en tout cas, il y a effectivement, depuis 7-8 ans, création d'usines et donc création d'emplois en Serbie, en Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine, mais dans des conditions très particulières. Ce sont des entreprises où la notion de droit du travail est une sorte d'objet de curiosité archéologique des temps passés. Le droit du travail n'existe pas, la durée minimum légale du travail n'existe pas. Enfin voilà, on est dans une situation d'esclavagisme moderne avec des salaires souvent calculés sur une base horaire, donc pour des salaires qui au final arrive, alors si on travaille beaucoup, ça peut arriver à 300-400 € par mois, c'est souvent beaucoup moins, 150, 200, ça dépend des cas de figure. Et Un rêve de ces patron. ateliers-là, Un rêve de patron. quelque part, oui, bien sûr, et ces ateliers-là ont recommencé à fonctionner très vite. Autant tous les pays des Balkans ont été soumis à un régime très strict de confinement, de couvre-feu, la nuit, le week-end, qui a entraîné un blocage total de l'économie encore plus marqué que dans des pays comme la France, mettons. Autant dès le début du mois d'avril, le 10 avril, ça dépend un petit peu bien sûr des endroits, on a vu ces ateliers de production repartir. Ça a notamment été le cas en Serbie, dans la région de Vranje, dans le sud du pays, où là, il y a un constructeur de câbles sud-coréen qui a rouvert ses ateliers avant la mi-avril et qui a été, ces ateliers ont été. Alors, il y a eu des manifestations. Pour le coup, ce qui est assez rare dans cette entreprise, des employés, des ouvriers qui ont manifesté, qui se sont mis en grève. C'est la première grève dans l'histoire de ces ateliers, demandant du matériel de production. Ils n'en ont pas eu, ils ont quand même dû reprendre le travail et l'usine est devenue un des clusters sur la fin du mois d'avril de la Covid en Serbie. Autre exemple très comparable de réindustrialisation, de recréation d'un nouveau contexte économique, tout le secteur développé surtout en Albanie de la téléassistance. C'est-à-dire quand vous contactez voilà, quand vous appelez un opérateur à distance pour votre téléphone, que sais-je, vous allez très souvent arriver en Albanie. Alors l'Albanie a le quasi-monopole du marché italien, parce que les Albanais parlent bien l'italien, mais il y a également des services en français, en anglais, en allemand, en serbo-croate également, qui sont implantés en Albanie. C'est 30 000 emplois, donc c'est énorme à l'échelle de l'économie albanaise. Euh, un des principaux acteurs du secteur en Albanie est une multinationale française, Téléperformance, qui n'a jamais arrêté de travailler quand toute l'économie albanaise était par contre, elle, totalement à l'arrêt.
Alors, pour le coup, il n'y a pas eu, j'ai pas d'exemple de cas de contamination directement liés à ce télétravail, mais enfin, il y a eu à tout le moins une prise de risque assez évidente. Alors, venons-en un peu aux conséquences politiques. Vous avez attiré mon attention quand on préparait ensemble cet entretien sur un fait qui est passé très largement inaperçu dans les médias français, mais ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'aggravation sensible du caractère autoritaire des pouvoirs en place, et notamment bon, en Serbie, ça n'étonnera vraiment personne, mais en particulier en Slovénie, où j'avoue à ma grande honte avoir appris par vous, je ne le savais pas, qu'il y avait eu une victoire populiste extrêmement préoccupante, y compris du point de vue des libertés, en Slovénie. Alors, dans le cas de la Slovénie, politiquement, est un petit peu particulier puisque la Slovénie a connu une crise gouvernementale au début du mois de mars. L'arrivée au pouvoir de Janez Janša, personnellement, j'aime pas tellement le terme de populiste. C'est tout simplement quelqu'un qui est une figure historique importante de la vie politique slovène, extrêmement à droite. C'est quelqu'un enfin, je ne sais pas quelle définition au terme de populiste, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement retors, très cultivé, un très fin politicien qui appartient aux élites slovènes depuis 30 ans. Janez Janša est redevenu Premier ministre. Auparavant, il y avait une sorte de gouvernement centriste, disons, en Slovénie. Janez Janša a pu revenir aux affaires et former un gouvernement le 13 mars, donc juste vraiment au moment où le pays se mettait en quarantaine, et une quarantaine extrêmement stricte. Ce Janez Janša se présente comme un partenaire étroit, proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban, ce qui veut dire que les députés de son parti, les eurodéputés de son parti ont toujours soutenu la Hongrie dans des assemblées comme celle du Conseil du Parlement européen. Il y a des liens économiques très importants entre les médias contrôlés par Janez Janša en Slovénie et des intérêts hongrois. Enfin, il y a vraiment une imbrication, je dirais, entre l'appareil du Fidesz en Hongrie et celui du Parti démocratique slovène, c'est le nom de la formation de Janez Janša, le SDS. Et Janez Janša, je pense, a adoré cette période de confinement qui lui a permis, au nom de la santé publique, d'introduire toute une série de mesures dont il n'osait même pas rêver auparavant, censurant les médias. Alors, la censure des médias, ça se fait généralement au nom de la lutte contre le populisme et de la lutte surtout contre la diffusion des fake news. Hein, c'est l'argument utilisé partout. Mais au nom de cet argument, il y a eu mise en place d'un régime de censure. Janez Janša en rajoutant un petit peu à sa bannière, qui est d'expliquer que tous les journalistes, tous, hein, quels qu'ils soient, sont tous des communistes et des reliques de l'ancien régime. C'est le terme qu'il a utilisé. Ça a même valu à la Slovénie quelques petits problèmes avec le Conseil de l'Europe durant cette période de confinement. Et donc là, on a en Slovénie un cas particulier d'une rupture gouvernementale juste avant le passage en situation épidémique et l'arrivée au pouvoir à la faveur d'une crise de la coalition gouvernementale, d'une droite dure, résolue, qui toutefois, pour le coup, n'est pas forcément majoritaire dans la société. Et depuis la fin du mois d'avril, il y a tous les vendredis des manifestations à vélo qui rassemblent des milliers de personnes dans les rues de la capitale Ljubljana et de la plupart des villes slovènes. Donc il y a aussi une contestation importante. La vie politique des Balkans n'a pas été du tout tranquille durant cette période d'épidémie et de confinement. L'autre exemple, c'est bien sûr celui du Kosovo, où là, on avait un gouvernement de gauche souverainiste dirigé par Vetëvendosja et Albin Kurti, qui a été renversé en pleine période d'épidémie. Le gouvernement a été mis en minorité le 25 mars, et depuis, Albin Kurti gère les affaires courantes, mais sans plus avoir de majorité parlementaire, ce qui est une situation un petit peu délicate pour gérer les affaires courantes dans une situation de pandémie. Cette mise sur la touche d'Albin Kurti a été directement ourdie, dessinée, organisée par les États-Unis d'Amérique, alors notamment l'émissaire spécial du président Trump pour le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, Richard Grenell, qui est par ailleurs le nouveau chef des services de sécurité américains, ce qui montre bien au passage combien les États-Unis se réintéressent fortement à la région des Balkans. Et s'y réintéressent fortement en défendant pour le coup, ce qui est assez nouveau, des intérêts et des perspectives politiques totalement différentes de celles de l'Union européenne, notamment en militant pour un accord historique très rapide entre Serbie et Kosovo qui pourrait passer par un redécoupage des frontières. Et quand les États-Unis insistent là-dessus dans les Balkans, ils pensent bien sûr aussi à d'autres régions du monde, notamment au Proche-Orient. Donc ça, on a le cas particulier du Kosovo, et puis on a sinon ce que vous évoquiez, c'est ces régimes autoritaires, mais théoriquement, formellement pro-européens. C'est le cas en Serbie,
Alors, en Serbie, avec quelqu'un qui est lui-même issu de l'extrême droite nationaliste et qui se présente comme un conservateur pro-européen, le président Vučić. En Albanie, Aleksandar Vučić, son parti, le Parti progressiste serbe, est membre du Parti populaire européen, pour situer les choses. En Albanie, on a au contraire Edi Rama, qui est le chef du Parti socialiste, qui est membre, pour le coup, du Parti socialiste européen. Ce qui montre bien que les affiliations politiques européennes, qui sont très importantes, peuvent être très variables. Ce qui est commun à ces dirigeants, ou également à celui du Monténégro, Milo Djukanovic, c'est d'être formellement pro-européen, d'avoir à ce titre le soutien inconditionnel de Bruxelles, mais de gouverner sur un mode de plus en plus autoritaire, de plus en plus corrompu, et en utilisant toujours un argument massif qui est, attention, certes, peut-être je prends quelques libertés avec les droits de la presse ou l'indépendance de la justice, mais c'est moi ou les populistes, c'est moi ou le chaos. Argument qui fait tout de suite extrêmement peur à Bruxelles et qui permet qu'on tolère, par exemple, la Serbie, pour ne prendre qu'un seul exemple, est tombée dans le dernier classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières au 93e rang mondial, ce qui est quand même tout à fait calamiteux. La situation de l'Albanie n'est absolument pas meilleure. Et durant la période de confinement et de quarantaine, on a vu une exacerbation de ces dérives autoritaires, de cette personnalisation du pouvoir également. Alors, j'ai évoqué la lutte contre les fake news qui a permis de mettre en prison des journalistes, ça a notamment été le cas en Serbie, une collègue assez connue de Voïvodine qui enquêtait sur l'état de l'hôpital public dans le nord de la Serbie, qui a été accusé de répandre des fausses nouvelles. Ça a été le cas également en Albanie, où plusieurs personnes ont fait l'objet de procédures similaires. Et notamment en Albanie, on a vu aussi quelque chose d'assez étonnant. C'est une mise totale. Genre le Parlement n'existe plus, le Parlement ne sert plus à rien. D'ailleurs, du reste, les oppositions boycottent le Parlement depuis longtemps, que ce soit en Serbie, en Monténégro ou en Albanie. Donc là, les parlements ont quasiment cessé d'exister, ils ne servent plus à rien. Et même les gouvernements ont largement cessé d'exister. En Serbie, on avait un duo, le président Vučić et le chef épidémiologiste, un certain Predrag Kon, qui étaient les deux seules personnes à monopoliser la parole. En Albanie, c'est carrément le Premier ministre, Edi Rama, qui annonçait les décisions. Par exemple, là, il l'a fait le week-end dernier pour dire que le pays repassait en couvre-feu en tout le week-end dernier en raison de l'Aïd el-Fitr, du Bayram, qui marque la fin du Ramadan. Cette décision a été annoncée, c'est une décision officielle, où on place un pays en quarantaine. Ça a été annoncé sur la page Facebook du Premier ministre. Ce qui montre bien l'exacerbation de cette personnalisation du pouvoir, et donc ces tendances qui étaient antérieures au coronavirus ont bien sûr été considérablement accélérées par les conditions particulières de l'épidémie. Une dernière question peut-être, puisque vous évoquez les rapports avec l'Union européenne. Ce que vous dites en particulier de la Slovénie attire quand même l'attention sur l'élargissement, je sais que vous n'aimez pas le terme, mais j'en ai pas de meilleur pour l'instant, du bloc populiste tel qu'il s'est constitué autour du groupe de Visegrad, puisque maintenant on a le groupe de Visegrad au complet, même si c'est des populistes de droite ou de gauche, parce qu'en Slovaquie, on ne peut pas dire que ce soit des populistes de droite, mais quand même c'est un bloc qui pèse de plus en plus au sein de l'Union européenne, et si la Slovénie s'y rattache, on a là quand même quelque chose qui ressemble à une forme de fraction d'intérêt très particulier au sein de l'Union européenne. Alors, je mets quand même un tout petit bémol, c'est qu'on s'est aperçu sur la question de la menace d'annexion de la Cisjordanie que le bloc ne fonctionnait pas en tant que tel, puisque seule la Hongrie et l'Autriche ont dit s'opposer à des décisions éventuelles de sanctions contre une annexion israélienne en Cisjordanie, alors que d'autres pays qui font partie du bloc populiste n'ont pas pris cette position-là. C'est-à-dire le bloc n'est pas homogène. On ne peut pas dire qu'il y ait une espèce de groupe homogène. Mais quand même, il y a un poids de plus en plus grand au sein de l'Union européenne de ce type de régime qui sont liés par des intérêts à la fois sans doute économiques, politiques et voire personnels. Vous savez quel est le plus grand, mais le plus fervent avocat de l'intégration de la Serbie aujourd'hui? C'est la Hongrie. Bien sûr. Parce que bien évidemment, la Hongrie sait très bien qu'elle aura un nouvel allié. Prenons l'exemple de la Serbie qui est intéressant. Il s'est passé plusieurs choses sur ce chapitre des relations avec l'Union européenne.
Au tout début de l'épidémie, donc à la mi-mars, l'Union européenne a interdit l'exportation de matériel médical, de masques, de matériel de protection vers tous les pays non membres de l'Union, donc y compris les pays candidats des Balkans occidentaux. Le même jour, la Turquie, qui est pourtant elle-même durement touchée par le virus, a fourni, a envoyé des masques, du gel hydroalcoolique, des surblouses, tout ce que vous voulez, et quelques experts à tous les pays de la région, y compris à la Serbie, à la Bosnie-Herzégovine. Traditionnellement, la Turquie avait plutôt des relations, notamment avec la Bosnie. La Turquie a envoyé de l'aide à tout le monde, alors qu'elle était elle-même très fortement touchée par la Covid-19. Et c'est à ce moment-là que le président Vučić a déclaré, c'est une déclaration tout de même qui restera dans l'histoire, que la solidarité européenne n'existait pas et que le conte de fées de l'Union européenne était terminé. C'est ce qu'a dit le président Vučić, qui se présente pourtant comme un pro-européen antipopuliste. C'est ce qu'il a dit, je n'ai plus la date exacte, à la mi-mars. Alors après, comme toujours, hein, comme dans toutes les histoires, dans tous les films, au final, l'Union européenne finit toujours par sortir son carnet de chèques. Donc il y a eu, pour le coup, une aide européenne non négligeable qui a fini par arriver aux différents pays de la région. Par contre, il est évident que le prestige politique de l'Union a été très, 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 très fortement atteint, c'est encore plus érodé durant cette période de pandémie. Alors la Russie a été totalement absente pour le coup, parce que la Russie a d'autres problèmes à gérer en interne. La Chine, je dirais, a essayé, elle aussi, de vendre un modèle chinois de gestion de l'épidémie. Ça a plutôt pas trop mal marché dans certains pays, principalement la Serbie, mais la Chine, pour le coup, est un pays qui s'intéresse très sérieusement aux Balkans, qui investit beaucoup d'argent réel et concret dans toute la région. Et puis, on a ce que j'évoquais, cette alliance Orban-Vucic. Il y a eu deux rencontres. Le 15 mars, les deux hommes étaient ensemble à Budapest, et le 15 mai, ils étaient ensemble à nouveau à Belgrade, l'occasion de rappeler cette solidarité serbo-hongroise indéfectible, qui est d'autant plus paradoxale que dans le même temps, la Hongrie s'apprête à célébrer le centenaire des accords de Trianon qui ont amputé le territoire historique de la Hongrie en mettant beaucoup de populations hongroises en situation de minorité. Orban a rendu fou furieux tous ses voisins en publiant une carte de la supposée Grande Hongrie, qui inclut des territoires serbes, mais là, Belgrade n'a rien trouvé à redire, tout va très bien, c'est une parfaite lune de miel entre Budapest et Belgrade qui se poursuit. Je crois qu'en tout cas, la donne géopolitique des Balkans ressortira totalement chamboulée par ces 2 mois et demi de période épidémique. Alors, il y a eu une décision très importante qui est passée presque inaperçue pourtant. On sait que la France et Emmanuel Macron s'opposaient à l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Le veto français a été levé au début du mois d'avril. C'est une tentative, je dirais, un petit peu tardive et maladroite, finalement, en tout cas qui n'arrive pas au bon moment, de l'Union européenne de reprendre la main. La réalité, c'est plutôt un affaiblissement politique énorme de l'Union dans tous les pays de la région, avec une situation, je dirais, de vide, de vide de perspective, de vide stratégique, et tout cela devra bien évidemment se redéfinir dans les mois qui vont venir. Merci infiniment, Jean Arnaud. C'était passionnant de vous écouter. Ça m'a fait penser que peut-être, même sûrement à l'IREMO, on parlait toujours de la Méditerranée, mais pas suffisamment des Balkans, qui après tout sont aussi dans cette région qui nous importe à nous. Et donc j'espère que bientôt, en présentiel cette fois-ci, on pourra vous accueillir au siège de l'IREMO, peut-être à la rentrée, pour revenir sur cette réalité nouvelle des Balkans telle qu'elle et créée par les conséquences de l'épidémie. Encore une fois, merci beaucoup.